Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette 8e revue de presse de Claude Janvier. Dans 100% Janvier, bonjour, tous mes voeux, Claude, pour cette année 2026. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Démission de Macron Bon bah déjà bonjour Alexis, meilleurs vœux pour cette année 2026 qui je pense sera mouvementée. Ah oui. Amis internautes, meilleurs vœux aussi, hein. Continuez à être fidèles donc à Divergence Politique et puis écoutez, ça se passera bien. Alors après 2006, bah, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ben écoute, on peut souhaiter de rester serein face à cette avalanche de toute façon de nouvelles qui, je n'en doute pas, d'ailleurs, vont continuer en 2026, mais on va y revenir un petit peu après, au fur et à mesure des sujets abordés. Voilà. Exactement. Alors, tu nous as abordé 4 grands sujets aujourd'hui. On Oui, va parler des vœux de Macron et du bilan de la France pour 2025. On va aborder la question avec toi des attentats terroristes sur Kourli dans la région de Kherson qui ouais, ont eu lieu et notamment sur la résidence à Datcha du président russe Vladimir Poutine, donc sur l'entre-deux-fêtes. Tu vas nous parler de Trump et du Venezuela. Alors là, ouais. effectivement, c'est le gros sujet du moment. Et puis, enfin, on parlera de BlackRock et Soros. La Russie est-elle la baleine blanche qu'ils veulent croquer? Voilà. Avant de lancer le premier sujet, eh bien, moi, j'ai une petite vidéo cadeau, et c'est une perle. Allez. Et voilà, on découvre un ancien président qui découvre la neige. Regardez comme c'est beau, et surtout, regardez les dernières secondes, ce visage heureux, cette satisfaction. Hop, on fait un petit arrêt de pause. C'est pas merveilleux, ça? Ah bah merveilleux, bah quand on touche 20 000 balles par mois et qu'on n'a jamais travaillé de sa vie, si tu veux, on peut avoir effectivement le sourire en tranche de courge. Voilà, tu vois, Effectivement. Voilà, hein? bah, comme tu allais nous parler d'un autre tronche de courge, je me suis dit que je ne pouvais pas m'empêcher de découvrir ça. J'aime bien ce côté, tu sais, ce petit regard. Bah non, en fait, ce petit regard tout court. Ce petit sourire un peu. Non, en fait, ce petit sourire, tout simplement. Voilà, c'est un grand naïf, quoi. Enfin, vraiment, et il y a des gens qui ont voté pour ça. Tu imagines que ce gars-là a été président de la France? Ça fait peur quand même. Ah ben ça fait peur, hein. Il a continué à nous précipiter dans le chaos après Sarkozy, hein, et il a mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron. Et Voilà, voilà. voilà. Justement, c'est François à cause de... Hollande. Merci François Hollande qui nous coûte une blinde. Et effectivement, il peut avoir, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien cette expression, le sourire en tranche de courge. Tu vois, c'est pas mal. J'aime bien cette expression. Un sourire un Alors, peu niais, quoi. écoute, D'aucuns diraient un sourire un peu niais. Alors justement, parlons d'un autre président qui nous fait pas honneur, qui a été non. d'ailleurs accessoirement insulté et moqué, enfin comme jamais j'ai vu un président de la France moqué par Donald Trump hier en vidéo. Oui. Alors ça fait mal au cœur pour le pays, hein. Bah, tu sais, quand on est un paillasson, quand on est un président paillasson, eh bien, effectivement, le président des États-Unis peut s'essuyer les pieds dessus, hein. Je vais être direct, hein, mais c'est vraiment ça, hein. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron sert la soupe hein, aux USA depuis qu'il est arrivé au pouvoir, donc en 2017. Alors après, bah, puisqu'on est dans le sujet, j'ai regardé vite fait ses vœux le soir du 31. Effectivement, c'est assez plat. La chose qui me conforte dans tout, en fait, j'ai toujours pensé qu'il allait s'accrocher comme une moule s'accroche à un rocher, qu'il allait s'accrocher à son poste. Et effectivement, il l'a dit, redit, je resterai jusqu'au bout de mon mandat. Bon, là-dessus, s'il y en avait encore qui avaient des doutes, eh ben, c'est raté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'avènement d'Emmanuel Macron à l'Élysée, du couple Macron, la France est vraiment en mode déconstruction. Hein, on n'est pas du tout en mode construction. L'idéologie libérale a remplacé l'autorité pour la remplacer par un État policier et dictatorial et soi-disant démocratique. Euh,
Ce qu'il faut comprendre, c'est ah oui, il veut restreindre les réseaux sociaux, oui, parce que ça l'ennuie beaucoup. Il se fait canarder sur les réseaux sociaux, donc il aimerait bien les restreindre. À part ça, le bilan de la France, c'est catastrophique. On en est à plus de 7 000 milliards de dettes. Alors comprenez, amis internautes, qu'il y a les 3 300 milliards de dettes que l'on connaît. Et vous ajoutez à cela, il faut ajouter à cela 3 800 milliards de dettes qui n'apparaissent pas, qui sont du hors bilan bancaire. Ça, nous l'avons largement traité dans nos livres avec François Lagarde sur l'État profond français. Et ces 3 800 milliards sont des dettes, puisqu'en réalité, ce sont des engagements de l'État en cas de défaillance des caisses militaires, fonctionnaires, etc., etc. Mais ce sont des engagements à payer en cas de défaillance. Donc, ce sont des dettes. En réalité, la dette réelle de la France, merci beaucoup Bercy, merci beaucoup plutôt, 7 000, plus de 7 000 milliards de dettes. Alors, c'est bien comme nous sommes dans un beau pays, nous avons 17 millions de Français qui ont des problèmes de logement. Je n'ai pas dit qu'ils étaient SDF, hein. Je ne dis pas qu'ils sont SDF, je dis simplement qu'ils sont 17 millions de Français sont confrontés à des problèmes de logement. Ça veut dire que les loyers étant tellement élevés et les prix de l'immobilier étant tellement élevés que beaucoup choisissent la colocation, donc ils s'entassent à plusieurs dans des appartements et dans des maisons. 17 millions de Français. Il y a toujours 200 milliards de cadeaux fiscaux par an. Merci beaucoup aussi aux grandes entreprises du CAC 40. Ces 200 milliards de cadeaux fiscaux, c'est subventions publiques, exonération fiscale et le fameux crédit d'impôt, le fameux CICE. Il y a 15 millions, 15 millions 800 000 pauvres en France. Et ça, c'est des chiffres documentés, tout ce que sourcé, hein, tout ce que je suis en train d'énoncer. La santé, le domaine de la santé publique est en pleine déliquescence. Et là, je fais un petit aparté. Un urgentiste de plateau qui s'appelle Mathias Vargon, qui sévit sur X plutôt que de travailler dans son domaine, fustigeait les seniors qui ne voulaient pas se faire vacciner contre la grippe parce que, soi-disant, ils vont saturer les urgences et que c'est la faute des vilains seniors qui ne veulent pas se vacciner contre la grippe. Non, monsieur Vargon, si les urgences sont saturées, ce n'est pas la faute des vilains seniors, mais bien la faute d'une désertification médicale, du problème que si on veut prendre un rendez-vous avec un spécialiste, ça demande 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et qu'à un moment donné, quand on va vraiment pas bien, on va aux urgences. Et le problème, c'est ça, le problème de la saturation des urgences. Donc j'aime bien recadrer les choses, ça commence à me gonfler tout ça, quoi. Alors, à part ça, la France, évidemment, qui n'a jamais un copec, qui n'a jamais un euro pour augmenter les retraites et le SMIC, eh bien, a envoyé à peu près 20 milliards d'euros à l'Ukraine. Bah oui, ce pauvre pays qu'il faut aider. Il faut surtout aider Zelensky et sa cohorte de ministres félons à s'en mettre plein les poches. Alors, il y a eu 3 millions d'euros déjà d'aide militaire à l'Ukraine et les 16-17 milliards d'euros, le reste, c'est des aides diverses et variées. C'est effectivement sympathique. Il est bon de rappeler quand même, et je vais en terminer là pour le sujet, donc Macron, et il avait quand même donné un interview au Financial Times le 17 avril 2020. Et en fait, voici ce qu'il a déclaré in extenso à l'époque. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, tu parles de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. Alors là, grand point d'interrogation, qu'il s'agisse des terroristes, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Pandémie parce qu'on est en 2020. Donc il faut la combattre quand elle arrive avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes, à ne rien céder, mais en étant disponible à l'événement. Et pour qu'elle advienne quelque chose de nouveau, c'est aussi ça. C'est intéressant quand même, hein. Il avait déclaré ça au Financial Times, la bête de l'événement. Donc on voit bien qu'il est complètement engagé dans l'agenda de l'ONU 2030, qui est à savoir, c'est transitionner en fait toutes nos sociétés occidentales et les transitionner avec abandon de la religion, abandon de la morale et abandon de la souveraineté. Merci beaucoup Emmanuel Macron, on ne vous en remerciera jamais assez d'avoir déglingué totalement notre pays. Voilà. Absolument. Je rajouterais juste un petit mot. Tu parlais des gens qui vivent dans la rue. Je rappelle une phrase d'Emmanuel Macron
en Oui, campagne, hein, bien entendu, qui disait que à l'issue de son premier mandat, donc là on a largement dépassé, on est quasiment à la fin du deuxième, plus personne ne dormirait dans les rues. Eh bien, zéro SDF, ouais, c'est voilà, ça. je pense à tous nos SDF qui aujourd'hui, alors que la France est sous la neige, eh bien, dorment dans la rue, sous la neige, dans le froid. Eh bien, merci Emmanuel Macron pour cette belle promesse non tenue comme d'habitude. Allez, on passe au thème numéro 2. Eh bien, on va parler, justement, tu parlais de COPEC tout à l'heure, on va parler des attaques qui ont eu lieu durant les fêtes de fin d'année, entre Noël et le Nouvel An, notamment dans la région de Kherson, dans la ville de Kourli. Kourli, c'est une petite ville qui est à 80 km de la ligne de front, donc absolument pas, je dirais, dans l'activité terrain, hein. C'est une ville qui a été prise en 2022, si je ne dis pas de bêtises, qui a été reprise par les Russes en 2022 et qui est véritablement au-delà des considérations militaires, hein. C'est vraiment comme Mariupol aujourd'hui, un espace où les gens s'étaient reconstruits pour vivre normalement et calmement. Absolument. Bah, c'est vrai qu'on a eu droit à un jour de l'an quand même, enfin à des vacances. Normalement, c'est la trêve hein, entre Noël et jour de l'an. Et là, la trêve internationale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu puisque déjà, il y a eu une tentative d'assassinat sur le président Poutine via des drones envoyés par Kiev, bien entendu, qui ont essayé de détruire et d'annihiler donc une de ses résidences privées. Entre parenthèses, il y avait très certainement, ça reste à prouver à 100%, la patte du MI6 derrière, hein, avec Kiev, puisqu'il faut quand même pas oublier que Kiev n'agit pas seul, il agit bien entendu avec l'OTAN et donc avec les États-Unis. Donc déjà, ça a été effectivement un acte délibéré de la part de Kiev, alors que a contrario, le président Poutine n'a jamais tenté d'assassiner Volodymyr Zelensky. Il faut quand même bien, voilà, il faut le préciser quand même. Hein, ça va pas dans les deux sens, quoi. Hein. C'est vraiment unilatéralement et ça arrive de Kiev. Ensuite, oui, ça a été l'horreur. Ce bombardement à Kourli, qui est une petite, qui fait effectivement, qui est dans la région de Kherson, qui est au bord de la mer Noire, qui est en fait il n'y a pas d'unité militaire là-bas. Il y a que des civils qui pensaient prendre du bon temps pour, eh ben, effectivement, pour célébrer le passage en 2026. Eh ben, malheureusement, le bon temps s'est terminé par des bombes incendiaires larguées par une armada de drones et qui ont réduit à néant donc un café, un hôtel, hein, et en tuant à peu près, je crois, aujourd'hui, le chiffre, c'est presque une trentaine de personnes et ça a blessé 50 personnes à peu près. Donc c'est complètement fou parce que à part quelques pays qui ont condamné cela, aucun pays, bien entendu, d'Europe occidentale n'en a parlé, l'a condamné. Et Ouais, c'est j'ai ça. même entendu des chaînes télé françaises qui l'ont nié. Ah bah, alors ça, tu vois, j'avais pas vu. Eh ben, ça ne m'étonne pas. On est vraiment en pleine désinformation. Ça veut dire, c'est pareil. Il ne se passe rien, mais voilà, il n'y a pas eu de bombardement. Tout ça, c'est fictif. Évidemment, ce sont des vidéomontages puisque tu es en train de passer effectivement tout un reportage pendant que nous discutons. C'est ça qui est quand même fou, quoi. Ce sont vraiment des actes terroristes. Parce qu'en fait, la définition du mot terroriste, c'est à partir du moment où des civils sont tués pour des raisons fallacieuses. C'est ça le terrorisme. C'est tuer des civils. Ce n'est plus une guerre entre militaires. C'est on tue des civils pour faire pression sur, sur un État. Et ça, c'est vraiment hyper dommageable. Et malheureusement, bah, le régime de Kiev s'est spécialisé dans le terrorisme. Et ça, c'est complètement fou. Je Alors, reprends une phrase de Xavier Moreau qui dit le bandérisme est un terrorisme. Et ben voilà, dans toute sa grandeur. absolument. Alors là, je ne peux que confirmer effectivement cette déclaration. C'est ça. C'est tout à fait ça. Alors ça, c'était donc jour de l'an Ukraine-Russie et parallèlement à ça, de l'autre côté donc de l'Atlantique, Donald Trump a souhaité la bonne année à sa façon aux Vénézuéliens
en bombardant Caracas et en enlevant le président Maduro et son épouse. Alors ça, c'est quand même un peu fou. Alors, ce que j'ai bien aimé, Alexis, pas bien aimé entre guillemets, hein, c'est que quand l'information réelle, normalement, est de Trump, et Trump ordonne des frappes sur Caracas, est devenu, par nos médias propagandistes, parce que je l'ai lu, donc nos médias propagandistes à la solde donc des anglo-saxons, forte explosion secouant la capitale vénézuélienne. Et là, tu te dis quand même, c'est très intéressant. Au début, c'était ça. Voilà, ils ont fini par admettre effectivement que c'était un peu compliqué de. Au début, c'était ça. Mais tu te dis, attends, faut arrêter de nous prendre pour des billes quand même, hein. Alors, bon, je pense que ça a été largement commenté. Ceci étant, c'est quand même une attaque contre un pays souverain. Je ne vois pas pourquoi les USA tout d'un coup se mettent de leur initiative à attaquer un pays, mais ma foi, on finit par être habitué entre Israël qui n'arrête jamais de le faire et les États-Unis qui en fait n'ont jamais arrêté d'attaquer des pays souverains à droite, à gauche, et gauche à droite. Finalement, est-ce que ça m'étonne? Non, ça devrait même pas m'étonner. Si les gens, une majorité de gens n'ont pas encore compris que les politiciens anglo-saxons sont la plaie de l'humanité, bah, ma foi, je dis pas ça pour nos amis internautes, mais si une majorité de gens ne comprend pas ça, c'est qu'ils ne comprendront jamais rien en réalité. Parce que, en fait, quand on regarde bien, je fais une petite aparté, après je vais revenir quand même sur le Venezuela, mais j'ai écrit un billet d'humeur il y a un an et demi, où j'essayais de chiffrer le nombre de gens tués par les anglo-saxons anglais, américains. Et je suis arrivé au chiffre effrayant de 500 millions de morts depuis 1880. Parce qu'en C'est pas réalité, mieux. 1880, ça a été le déchaînement des deux guerres de l'opium contre les empereurs chinois, puisque les empereurs chinois à l'époque ne voulaient pas de l'opium, et les Anglais ont poussé pour que l'opium, effectivement, soit présent en Chine. Donc ces deux guerres ont généré 120 millions de victimes, quand même. Ensuite, il y a eu la colonisation de l'Inde par les Anglais. Ça a généré 100 millions de victimes quand même. C'est bon de le rappeler tout ça, tu vois. Après, il y a eu la guerre de Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, tout le Proche-Orient enflammé, tous les coups fourrés des Américains en Amérique du Sud, un peu partout. Donc, ma foi, ça devient malheureusement une constante. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tous les dirigeants qui ont émis un jour l'idée, malheureusement mortelle, de se désolidariser du dieu dollar, eh ben, sont morts. Je fais, c'est quand même assez incroyable. Manuel Noriega, l'ex-dirigeant du Panama, je dis pas que c'était un saint, mais à partir du moment où il a voulu se désolidariser du dollar, boum, bah, les États-Unis l'ont. En 2017, il y a eu Salvador Allende au Chili en 1973. Après, ils ont mis Pinochet à la place. Il a tellement été dans l'excès, Pinochet, que les USA ont fini par le lâcher en 98. Mais Salvador Allende, ils lui ont coupé la tête. Saddam Hussein, quand même, en 2006. Ah, bah lui, il a voulu se désolidariser du dollar quick. Et Muammar Kadhafi, en 2011, aussi dans des circonstances assez lourdes. Donc, en fait, les USA sont derrière à peu près 64 coups d'État fumeux un peu partout dans le monde. Après, le Venezuela, pour en revenir au Venezuela, bah c'est simple. Le Venezuela pèse 303 milliards de barils aujourd'hui. C'est le premier pays producteur de pétrole devant l'Arabie saoudite qui produit 267 milliards de barils et devant l'Iran en troisième position de 208 milliards de barils. Sans compter le lithium, de l'or et des terres rares présents au Venezuela. Donc de quoi aiguiser l'appétit des USA, d'autant plus que jusqu'à Chavez, les USA pillaient le pétrole vénézuélien, alors sans retenue, sans aucun problème. Chavez, à un moment donné, a dit ça suffit, stop. Il a repris le contrôle de son pays et de sa production de pétrole, qui lui a valu les foudres de guerre du président Bush. À l'époque, c'était George W. Bush, qui un jour, je me souviens très bien, d'ailleurs, Hugo Chavez, en plein milieu de l'ONU, l'avait montré du doigt, il faisait un discours, il y avait Bush qui était assis, il l'avait traité, il lui avait dit c'est El Demonio en espagnol, donc le démon. Vu la tête qu'a tiré Bush, il n'a pas apprécié. Mais en réalité, il est là le problème, c'est que bah, les États-Unis, alors
veulent évidemment s'accaparer. Et d'ailleurs, il l'a dit, Trump, hein, on va remettre toutes nos entreprises qui vont extraire le pétrole là-bas, etc., etc. Donc, ce coup d'État, en fait, sous des prétextes fallacieux de narcotrafic, c'est du pur bluff. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du narcotrafic au Venezuela, mais il y en a en Colombie, il y en a partout. Et de toute façon, et au Mexique aussi, de toute façon, les États-Unis laissent faire. Donc, faut arrêter de nous la jouer. C'est à cause du narcotrafic qu'on a enlevé Maduro et qu'on va le laisser pourrir en prison pendant des années. Bon, mais ça, c'est du pipotage. C'est du vrai pipotage. Alors, en revanche, ce qui risque de se passer, en revanche, je pense que le Trump et le deep state va beaucoup plus loin, le deep state américain, bien sûr. C'est-à-dire que vu ce qui se passe au niveau de l'emprise de la Fédération de Russie et de la Chine au niveau mondial, Donald Trump et le deep state américain veut s'assurer vraiment que l'Amérique du Sud va être partie intégrante donc des USA. Autrement dit, le partage du monde est en train de se faire. Il va y avoir les deux blocs des Amériques en réalité. Trump aurait presque envie d'ailleurs d'aller taquiner le Groenland, d'aller annexer le Groenland, parce que là Je pense aussi il y qu'il a n'en a beaucoup de pas qu'un terrain. envie. Je pense qu'il le souhaite Il le véritablement. fait. D'ailleurs, il a menacé Cuba aussi et la Colombie de la même sanction que le Venezuela. Donc voilà, Donald Trump est en train de faire front, de vouloir faire front à l'emprise de la Chine et de la Russie en Asie. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir deux blocs. Il va y avoir le bloc Amérique, le bloc asiatique et au milieu l'Europe qui est en pleine déliquescence et qui continue à servir la soupe, donc de toute façon aux Américains. Alors le truc, c'est qu'en 2026, eh bien, j'étais en train de dire au début de cette interview que ça risquait de secouer, oui, parce que la Chine ne va pas se laisser faire. La Chine a prêté pour plus de 60 milliards d'euros, de dollars plutôt, au Venezuela. Ayant prêté 60 milliards de dollars au Venezuela, la Chine va vouloir récupérer effectivement son investissement. La Chine avait commencé donc à aider les Vénézuéliens à remettre en état les puits de pétrole. Donc la Chine va pas se laisser faire. Et si on analyse un tant soit peu ce qui risque de se passer, en ce moment la Chine encercle Taïwan avec toute une flotte, donc sa flotte militaire, et ça, c'est pour faire pression sur les USA. C'est-à-dire, c'est un message envoyé aux USA en disant attention, Taïwan, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le premier producteur de semi-conducteurs au monde. Ça veut dire que sans les semi-conducteurs, eh bien, l'Europe et tout l'Occident n'est plus rien puisque les semi-conducteurs sont présents dans les portables, ordinateurs, etc., etc. Donc la Chine est en train de faire pression sur les États-Unis en disant attention, si vous ne sortez pas du contexte vénézuélien et que vous ne nous laissez pas récupérer notre argent, on va faire un petit blocus sur Taïwan. S'ils font un blocus sur Taïwan, automatiquement, ça va mal se terminer. Ça peut se terminer sur une guerre mondiale, ce qui n'est absolument pas à souhaiter, ce que je ne pense pas que la Chine souhaitera d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà où nous en sommes au niveau géopolitique, je pense, aujourd'hui. Et c'est pour ça que 2026 risque de secouer assez fortement. Voilà, c'est En d'aller tout un peu cas, plus loin dans l'analyse. 2026, c'est parti sur des chapeaux de roue, ça c'est certain. Alors, le dernier thème que tu as souhaité aborder aujourd'hui, eh ben, on le voit en vidéo sur le côté, c'est BlackRock. Voilà. Bah oui, BlackRock, je suis tombé sur une petite enquête sympathique, BlackRock et George Soros et le Club des îles en fait. Je vais y revenir sur le Club des îles, c'est la Russie et la baleine blanche qu'ils tentent d'attraper depuis des années. Alors, ce qui est totalement vrai, c'est que les anglo-saxons ont pour plan, depuis très longtemps, de toute façon, d'envahir la Fédération de Russie, de la morceler et de piller les richesses naturelles de la Russie, qui quand même s'élèvent à plus de 57 000 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Alors, là aujourd'hui, donc BlackRock qui pèse plus de 10 000 milliards d'actifs, donc c'est énorme. Et je suis tombé aussi sur George Soros, mais George Soros je connaissais, mais le Club des îles je connaissais moins. Le Club des îles, c'est un club dirigé par George Soros. Alors, ce club est accusé d'avoir des intérêts dans des décisions politiques et économiques. Et en plus, le Club des îles pèse aussi
un peu plus de 10 000 milliards d'actifs. En réalité, BlackRock voudrait que la guerre continue, en Ukraine, j'entends. George Soros serait plus, là, le Club des îles serait plus partisan de la paix, mais toujours pareil, non pas par pur altruisme et pour sauver des vies, ça, ils en ont rien à faire, mais ça serait pour faire main basse un peu sur la richesse, parce que c'est toujours pareil, c'est une guerre pour s'accaparer des richesses, c'est toujours la même affaire. Donc on sait que BlackRock s'est accaparé à peu près pour l'instant pas loin de 20% des terres agricoles donc de l'Ukraine. On sait aussi que Donald Trump a signé des accords sur 100 ans autorisant les entreprises américaines à exploiter les terres rares, le lithium, etc. en Ukraine. Et George Soros, avec son club des îles, voudrait sa part de gâteau. Alors, c'est pas qu'ils se font la guéguerre entre BlackRock et George Soros, ils se font une guéguerre un peu comme ça, mais en réalité, eh bien, ça serait aussi pour contrôler encore plus des parts de marché. Donc, c'est ça que je voulais souligner ce matin. J'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, évidemment, on peut rajouter à ça que BlackRock est contrôlé par Rothschild derrière, hein, via Vanguard. Mon message, je l'avais déjà exposé. Et qu'Emmanuel Macron, de toute façon, a été banquier chez Rothschild et c'est ça qui l'a mis à l'étrier pour arriver en 2017 que Friedrich Merz, le chancelier allemand qui va absolument guerroyer encore et toujours, il a été quand même président de BlackRock Allemagne. Donc on voit bien que tout ça, en réalité, c'est dans le but d'aller piller un beau jour la Fédération de Russie. Donc on en revient toujours à cette analyse qui est un combat entre le monde unipolaire et le monde multipolaire, sauf que là, le monde unipolaire sort ses griffes en annexant de plus en plus et en contrôlant l'Amérique du Sud, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Alors là, où il va y avoir un problème, c'est le Brésil, parce que le Brésil fait partie des BRICS. Et Lula a condamné effectivement l'intervention militaire des USA au Venezuela, mais le Brésil fait partie des BRICS. Alors comme c'est en train d'être contrôlé de plus en plus par les États-Unis, on va assister, je pense, en 2026, vraiment à une fragmentation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et quant à l'Europe au milieu, ben, ma foi, on va continuer à servir de paillasson donc aux USA. Ça va pas être très bon pour nous, tout ça. Bon, bref, je voudrais pas quand même vous plomber l'ambiance, hein, amis internautes, puisqu'on est en ce début 2026, mais c'est nécessaire, je pense, d'apporter quelques lumières. En attendant, toujours pareil, rien n'est écrit et tout peut changer. Moi, vous savez, je reste un naturel optimiste. Voilà, mon cher Alexis. C'est une bonne revue de presse pour cette première année, pour cette première semaine, pardon, de la nouvelle année 2026. Effectivement, je suis d'accord avec toi. On va avoir du travail et de la chronique à faire en 2026 parce qu'il va se passer des choses, assurément. Encore une fois, merci Claude d'avoir été avec nous sur cette rubrique. On se retrouve donc mercredi prochain, dans 8 jours. D'ici là, eh bien, écoutez, vous retrouverez Xavier Moreau, Fabrice Orlin, Nicolas Mirkovic, comme d'habitude. Et puis, sauf s'il y a un nouvel événement type Venezuela, normalement, on devrait reprendre un agenda qui est plutôt l'agenda classique que vous avez connu en fin d'année dernière, donc avec nos 4 grandes émissions par semaine. Dernier petit point, bien entendu, vous le voyez en haut au-dessus de moi, le like, le subscribe, la cloche, donc ça veut dire faites un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour avoir les notifications de nos différents programmes. Vous l'avez vu avec la censure de l'Union européenne, c'est plus que jamais important pour vous de soutenir les médias non mainstream, les médias alternatifs. Donc abonnez-vous, pas qu'à Divergence Politique, je vous le dis, abonnez-vous à toutes les chaînes que vous aimez regarder, que ce soit GPTV, que ce soit Le Monde Moderne, que ce soit Paix et Guerre de Caroline Galacteros, que ce soit TV Liberté, que ce soit Toxin. On me dit souvent, oh, Alexis, tu oublies de citer Toxin. Mais non, voilà. Que ce soit Toxin aussi, voilà, tous les interviews, Idriss Aberkan, bien entendu, enfin bon bref, abonnez-vous à Sylvain Ferreira, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, grosso modo. Abonnez-vous à tous, faites des likes, partagez les vidéos, c'est la seule solution pour que nos médias, quels qu'ils soient, alternatifs, puissent être vus, puissent être émergents et toucher le plus grand nombre. Voilà, si on veut gagner un jour, peut-être pas en 2027, ça semble mal parti, mais le plus vite possible, eh bien voilà, il faudra qu'on réinforme autour de nous. Donc c'est notre travail à toutes et à tous.
D'ici là, on se retrouve semaine prochaine, Claude. Merci.